Bien, mes chers collègues, nous poursuivons cet après-midi d'audition par celle de M. Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Alors, tout d'abord, monsieur, avant de vous faire prêter serment, je voudrais vous remercier, ainsi que votre confrère Edoui Plenel, des mots fondés, mais agréables, que vous avez écrits dans un récent ouvrage sur le rapport sur l'évasion fiscale qui avait été mené par le Sénat, dont le rapporteur est à ma gauche, que beaucoup d'entre nous ici ont voté, et qu'en toute hypothèse, tous ceux qui faisaient partie de la commission préalable à ce rapport ont voté à l'unanimité. Alors je crois que ces mots agréables m'autorisent tout de même à faire un petit peu une observation sur un certain passage de votre ouvrage qui me paraît pouvoir jeter le trouble. Vous avez affirmé que le journalisme devait éviter d'être un journalisme d'opinion, encore plus un journalisme de complaisance frôlant le public reportage, même si je pense qu'on doit reconnaître au journalisme d'opinion, sous réserve qu'il annonce ce qu'il est, une forme de légitimité. Nous pouvons partager cette affirmation, en tout cas considérer qu'une forme de rééquilibrage devrait intervenir. Nous avons d'ailleurs pu expérimenter la semaine dernière les excès d'un certain journalisme spectacle. En revanche, il me semble que lorsque vous écrivez dans l'ouvrage sur l'affaire Cahuzac que le mensonge de M. Cahuzac, je vous cite, fut accompagné, cautionné, entretenu par la majorité de la classe politique, vous allez peut-être un peu au-delà du journalisme de fait. Je pense que cette affirmation procède peut-être d'une certaine méconnaissance de la classe politique et peut-être aussi des réalités institutionnelles, parce que je dois vous dire que vous trouverez sans doute assez peu de sénateurs qui puissent relever de ce jugement un peu, vous le reconnaîtrez, amalgamant que vous avez énoncé là. Je m'empresse de dire que cette affirmation n'entame en rien la considération que nous inspire votre travail d'enquête, d'autant qu'il est très exact qu'en ce domaine, on se sent quelquefois très seul. Et nous pourrons donc revenir utilement sur cette dimension de solitude entre nous, d'autant qu'elle entre dans les préoccupations de la commission d'enquête, comme vous le savez. Nous nous intéressons en effet au contrôle des faits de soustraction de richesses, soit dans l'utilisation d'une ingénierie légale de la concurrence fiscale, soit dans les pratiques frauduleuses, et puis bien sûr dans l'environnement culturel du contrôle, qui est selon toute apparence sûrement un vrai problème. Voilà, je voulais donc vous dire que nous étions satisfaits de voir que notre travail avait été lu et apprécié, et apporter cette petite précision dont vous jugerez vous-même qu'elle était empreinte de politesse. Sur ce fait, je vais maintenant vous demander de prêter serment. Monsieur Fabrice Arfi, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Donc, nous allons procéder comme nous procédons habituellement, par un exposé, j'allais dire une figure libre. Vous nous indiquerez tout ce que vous souhaitez révéler, réaffirmer à notre commission sur le thème de notre commission, après quoi Éric Bocquet, notre rapporteur, vous posera un certain nombre de questions qui seront vraisemblablement développées par mes collègues. Alors écoutez, monsieur, vous avez la parole. Merci d'abord de l'invitation, car c'est toujours un moment démocratique important quand le Parlement se saisit de ses pouvoirs d'investigation. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur le journalisme d'opinion, la position qui est la mienne n'est pas de dire qu'il y aurait un journalisme supérieur à un autre, mais simplement que de mon point de vue, je pense que ce ne sont pas les opinions qui font l'opinion, mais les faits qui font l'opinion. Et c'est pour ça que j'aime être un artisan de l'information par les faits, et c'est ce que je vais tenter ici le plus modestement possible, si tenter que ça puisse éclairer les travaux de la commission, de montrer par les faits, par les documents, par ce que nous avons révélé dans Mediapart, car je viens ici un peu comme un porte-parole des enquêtes de Mediapart depuis
depuis 5 ans. Il est vrai que depuis que le journal a été lancé en mars 2008, nous avons eu à mettre au jour un certain nombre d'histoires qui sont devenues des affaires et qui sont aujourd'hui des dossiers judiciaires. C'est ainsi, je peux parler de l'affaire Tapi, de l'affaire Takieddine, de l'affaire Bettencourt, de l'affaire Karachi, de l'affaire Cahuzac, de l'affaire Kadhafi. Il se trouve que toutes ces affaires, il y a, comme le disait Claude Lévi-Strauss, un invariant dans toutes ces affaires, et c'est précisément ce qui nous anime et nous rejoint ici, ce sont les paradis fiscaux. Dans toutes les affaires que je viens de citer, il y a les paradis fiscaux, en permanence, partout, tout le temps. Pour plusieurs raisons. Vous le savez bien mieux que moi, le paradis fiscal permet de, évidemment, contourner l'impôt, avec une obsession qui pour certains relève de la jouissance, mais pas seulement. Le paradis fiscal est une boîte noire qui permet de cacher l'argent, quand son origine n'est pas avouable ou quand sa destination ne l'est pas non plus. Donc c'est aussi une boîte noire de la corruption, une boîte noire du blanchiment, une boîte noire de toutes les pratiques financières illicites qui font que l'enrichissement de quelques-uns correspond en réalité à l'appauvrissement de tous. C'est de cela dont nous parlons, cet argent que nous devons les uns les autres. Alors, dans toutes ces affaires, le paradis fiscal est constant, et c'est vrai que pour nous, journalistes, il est parfois compliqué, une fois d'avoir révélé les faits, parfois avec le caractère spectaculaire qu'ils peuvent recouvrir, ou l'aspect un peu sulfureux de telle ou telle personnalité qui est désignée dans telle ou telle enquête, qui provoque ce qu'on peut appeler parfois le scandale ou la polémique, ce avec quoi je n'ai aucune difficulté. Mais il y a un deuxième étage de la fusée qui pour nous est toujours compliqué, je trouve, c'est la pédagogie de tout cela. Car si les affaires que nous révélons devaient rester des sortes de faits divers financiers un peu spectaculaires, j'estime que nous aurions perdu la bataille de l'information. Et le plus dur est le travail des commissions d'enquête parlementaires, le travail des hommes politiques, le travail des institutions, le travail de la presse, est aussi de faire la pédagogie. Pourquoi tout cela a du sens ? Pourquoi tout cela a du sens? Et c'est pourquoi je me permets de venir avec une toute petite citation d'un ouvrage que peut-être vous connaissez, qui est sobrement intitulé « Les paradis fiscaux », qui est sorti en 2012 aux éditions André Versailles, de mon confrère américain Nicolas Shaxson, qui est journaliste pour, entre autres, The Economist ou le Financial Times, qui ne sont pas réputés pour être des journaux révolutionnaires. Et pourtant, ce que nous dit Nicolas Shaxson de ses enquêtes sur les paradis fiscaux, c'est qu'ils ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, une économie parallèle, mais un réel poumon. Ils sont au cœur de l'économie mondiale. Et il a une définition qui est très imagée, qui nous permet, je crois, à tous de comprendre de quoi nous parlons et pourquoi ce ne sont pas simplement des affaires qui flottent comme ça au-dessus de nos têtes et ne nous concerneraient pas au quotidien. Il a cette image que je me permets de vous lire. Imaginez-vous dans un supermarché où vous faites vos courses tous les jours. Derrière un cordon de velours rouge, des personnes bien habillées règlent leurs achats à une caisse prioritaire. Sur votre ticket de caisse, il y a une ligne frais divers, avec en face une somme énorme destinée à financer les achats des personnes derrière le cordon rouge. Désolé, vous dit le gérant d'un supermarché, on n'a pas le choix. Si vous ne payez pas la moitié de leurs achats, ils iront faire leurs courses ailleurs. Veuillez régler, s'il vous plaît. Voilà ce qu'il se passe concrètement si nous appliquons le principe du paradis fiscal à la vie courante. Nous payons pour d'autres. Bon. Alors, je suis venu avec des exemples pour ne pas faire de discours parce que je n'en ai ni les moyens intellectuels ni la prétention, mais simplement venir avec des petits éléments factuels qui, je crois, peuvent éclairer précisément le sujet de votre commission. Donc, je suis venu avec des tout petits exemples de 1, 2, 3, 4, 5, 6 affaires que j'ai eu à connaître dans le détail, en bloc et en détail, comme aurait dit un ancien ministre du budget, à Mediapart, qui à la fois peuvent répondre à
la question que vous vous posez sur la complicité, en quelque sorte, de certains organismes bancaires ou sur l'apathie ou l'insuffisance des contrôles institutionnels face à ce type de pratiques. Alors je passe assez vite sur le premier exemple. Vous en entendez beaucoup parler. Je crois qu'il a été entendu ce matin à huis clos dans l'Assemblée d'à côté. Je parle de l'affaire HSBC et les listings Falciani. Nous avons raconté, Mediapart et l'émission Cash Investigation, France 2, comment, à un moment donné, et cela arrive au carrefour d'une autre affaire, ce qui lui donne un peu son sel, comment un président de commission des finances, dont vous savez bien mieux que moi quels sont les pouvoirs d'investigation, ils sont absolument considérables, a été destinataire en août 2010 d'informations extrêmement précises sur les opérations illicites, les pratiques illicites et de blanchiment et de financement occulte de la banque HSBC. Ce président de commission était Jérôme Cahuzac. Et que n'a-t-il fait des informations qu'il avait entre les mains? Rien. Rien. Alors plusieurs raisons peuvent expliquer tout cela. Évidemment, il était concerné personnellement par la fraude fiscale. Lui-même avait recours au service des banques pour pouvoir échapper à l'impôt et dissimuler des avoirs. Et comme nous l'avons raconté, contrairement à ce qu'il a dit à une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'affaire qui porte son nom, son frère, Antoine Cahuzac, était bien membre du comité exécutif de HSBC France au moment de ces faits. Et contrairement à ce qu'il dit, l'enquête judiciaire qui a été ouverte et confiée au juge Van Rumbeck et Charlotte Bilger porte bien sur les relations entre HSBC France et HSBC Genève. Dans cette affaire, on a pu voir également, qui est une autre illustration, je crois, une leçon de choses de ce que nous avons pu découvrir, des problèmes permanents, persistants, des liens incestueux qui peuvent exister entre certains pouvoirs d'enquête et le pouvoir exécutif, où le cordon ombilical n'est pas coupé, et ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et j'entendais mon confrère Antoine Peillon en parler tout à l'heure quand il évoquait Tracfin. Il a tout à fait raison. Tracfin est un outil formidable, alors qui marche sur la bonne volonté des établissements bancaires, puisque ce sont des déclarations de soupçons des banques qui leur remontent, mais beaucoup de banques font remonter beaucoup de déclarations de soupçons. Et il est exact, et je peux en témoigner, que Tracfin parfois ne fait pas suivre certains dossiers, ne les judiciarise pas, et le lien qui peut exister avec le pouvoir exécutif dans certaines affaires, quand certaines personnalités sont en cause, est problématique. Deuxième petit exemple, l'affaire Bettencourt. Alors l'affaire Bettencourt, que certains ont voulu voir sous l'angle d'une sorte de récit entre Balzac et Dallas, est aussi l'histoire de paradis fiscaux. Il ne faut pas oublier que nous avons découvert grâce à l'affaire Bettencourt que Madame Bettencourt n'a jamais été contrôlée. N'a jamais été contrôlée fiscalement. Ce sont les déclarations de la comptable Claire Thibault qui ont été confirmées. Claire Thibault est restée 15 ans au service de Madame Bettencourt. Elle n'a jamais été contrôlée personnellement par le fisc. Il a fallu cet accident de l'histoire rocambolesque, les enregistrements du majordome, pour que nous découvrions l'immensité de la fraude fiscale de la maison Bettencourt, qui ont amené pour la première fois un contrôle fiscal et la découverte de 12 comptes non déclarés à l'étranger, l'essentiel en Suisse, mais certains à Singapour. Ce sont au total, depuis leur ouverture, des centaines de millions d'euros qui ont été soustraits au bien national, au bien commun. Il a fallu qu'un majordome prenne sur lui de faire cet acte que l'on peut considérer déloyal, immoral, voire illégal, de placer un dictaphone pour enregistrer les conversations d'affaires de l'héritière de L'Oréal et une espèce de balle de personnage qui s'intéressait beaucoup à sa fortune, pour que nous découvrions l'immensité de la fraude fiscale de Madame Bettencourt. Pourquoi Madame Bettencourt n'a jamais été contrôlée? Y avait-il un pacte tacite entre les pouvoirs politiques successifs pour ne pas enquêter sur Madame Bettencourt fiscalement? Toutes les grandes fortunes, normalement, sont contrôlées à peu près à tous les 3 ans, à peu près.
Pas Madame Bettencourt. Pourquoi? On voit là un déficit qui peut être de l'ordre politique ou culturel, et qui n'est pas une question partisane droite-gauche. Hein. Tout ce que je dis là se situe très 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 au-delà d'une ligne de fracture droite-gauche. Autre exemple, l'affaire Cahuzac. Alors, je ne vais pas en parler sous l'angle dont on en a beaucoup parlé et dont la rédaction de Mediapart et moi-même en avons fait un livre, mais de derniers développements apparus grâce à l'enquête parlementaire qui continue toujours à l'Assemblée nationale. Et ça rejoint alors là en plein ce que mon frère Antoine Peillon a raconté dans son livre. Vous savez qu'il a été question dans l'affaire Bettencourt de savoir que connaissait, quel était le degré de connaissance de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur de l'affaire. L'affaire Cahuzac, pardon, j'ai dit Bettencourt, excusez-moi. Degré de l'affaire. Le patron des services secrets intérieurs, M. Calvar, a été entendu à huis clos. Il avait été dit qu'il n'y avait jamais eu de note blanche. Finalement, M. Calvar a dit que oui, il y en avait bien une, mais que M. Cahuzac n'était pas cité dedans. Et finalement, cette note blanche de la DCRI a été donnée à la commission et son contenu a pu être connu d'un certain nombre de journalistes. Alors, c'est vrai que M. Cahuzac n'apparaît pas dans cette note blanche. Y en avait-il une autre ou pas? Ça n'est pas du tout l'objet de nos débats. Mais qu'est-ce qu'on apprend à la lecture de cette note qui est quand même stupéfiant par rapport à ce que sont vos travaux? C'est que en avril 2009, la DCRI savait tout des pratiques d'évasion fiscale, de démarchage illicite bancaire, de UBS en Suisse et de sa filiale, enfin pas de sa filiale, mais de la banque en France. Il savait tout. Et que s'est-il passé? Rien. Pour quelle raison? L'enquête judiciaire, il a fallu le livre d'Antoine Peillon, notamment, pour qu'aujourd'hui elle aboutisse à la mise en examen, et ça n'est pas rien, de la personne morale UBS France et de la personne morale UBS Suisse. Ce qui est suffisamment rare pour être noté, car très souvent, ce sont quelques dirigeants, quelques fusibles qui sautent. Là, et c'est rare judiciairement, ce sont les personnes morales qui sont mises en examen. Dans les affaires de corruption, les affaires de blanchiment de fraude fiscale, c'est extrêmement rare. Généralement, c'est un directeur financier ici, un directeur administratif là, parfois un PDG, mais rarement la personne morale. Ce qui est important, parce que la personne morale, on est dans le système, on est dans la pratique institutionnelle, privée ou publique, si l'entreprise est publique, peu importe. Alors ça pose une question qui est fondamentale et que moi je peux croiser souvent. C'est la question, peut-être a-t-elle déjà été évoquée devant votre commission, de l'article 40. Des fonctionnaires, vous le savez encore mieux que moi, tout agent dépositaire de l'autorité publique est censé alerter le procureur de la République s'il est témoin de crimes ou délits. C'est une obligation, mais subtilité, je ne sais pas si ça relève d'une forme de culture française et de ses dérogations parfois. Subtilité, c'est une obligation, mais si on ne le fait pas, il ne se passe rien. Il n'y a pas de sanction si l'obligation n'est pas respectée. Alors, je ne sais pas dans la pratique comment les choses peuvent changer, mais le fait est que l'article 40, qui est je crois, un bon article du Code de procédure pénale d'alerte pour saisir les autorités compétentes sur quand voilà, un fonctionnaire est témoin de ce qui pourrait être un délit notamment financier, notamment de fraude fiscale, pour que la démocratie fonctionne, parce que les institutions prennent le relais des soupçons, les vérifient ou les infirment, peu importe, c'est une obligation, mais si elle n'est pas respectée, eh ben c'est pas grave. Donc peu de gens, in fine, utilisent l'article 40 et il n'y a pas ce poids de l'autorité quand des fonctionnaires, y compris de la DCRI, les agents des services secrets ne sont pas des gens à part vis-à-vis de la fonction publique. Bon, une autre affaire, quatrième, on en a entendu parler récemment. Alors là, on rentre dans on va dire la cathédrale, une cathédrale de subtilité financière qui est l'affaire Hermès LVMH. Vous savez comment LVMH, secrètement, pendant des années, est monté au capital de Hermès. Et ces dirigeants ont découvert du jour au lendemain que, alors qu'ils avaient manqué à leur obligation de déclaration,
vis-à-vis des marchés financiers, LVMH était un actionnaire très important de Hermès. Alors, que découvre-t-on dans les documents, qui sont des documents que je peux bien évidemment vous laisser, et qui sont connus, mais de l'AMF, etc. Tout ça, c'est fait à partir de quoi? Cette montée secrète dans le capital de LVMH? Des paradis fiscaux? Des paradis fiscaux de sociétés liées à LVMH? J'en ai les preuves ici, qui sont domiciliées au Panama, qui sont domiciliés encore au Panama, toujours au Panama. Voilà. Les documents de LVMH le montrent. Pour des opérations sur des sommes absolument considérables. Si on fait le tout petit travail de prendre à combien l'action a été achetée par l'une de ces sociétés, qu'elle s'appelle Hannibal, Evil Ford Business ou autre, et que l'on compare à combien elles ont été vendues quelques années plus tard, jusqu'au moment où LVMH apparaît comme le réel propriétaire de tout cela, la plus-value sur le papier, en titre, avec un système financier assez compliqué qui s'appelle l'equity swap, on est à plus d'1 milliard d'euros. On est à plus d'1 milliard d'euros. Le jugement de l'AMF vient de tomber, et c'est ce que je voulais dire. Quelle est l'amende de LVMH? 8 millions d'euros. Et l'amende maximale requise était 10 millions. On ne pouvait pas aller plus loin que 10 millions. Comment voulez-vous qu'il y ait une pédagogie efficiente, qu'il y ait une autorité réelle qui témoigne d'une volonté à la fois politique, sociale et culturelle de lutter sur ce type de pratique, quand l'amende maximale est de 10 millions, la condamnation effective de l'amende est de 8 millions, alors que les sommes en jeu dépassent le milliard d'euros. Je n'aurai pas l'indécence ici de donner le chiffre d'affaires de LVMH, que je ne connais pas par cœur. Mais si vous voulez, cela me donne le sentiment, comme souvent dans ces affaires, que l'on s'attaque à des portes blindées avec un plumeau pour les fracturer. Un autre exemple, l'affaire Takieddine. Alors là, affaire complexe, et non pas compliquée, mais complexe si elle en est, qui touche à des ramifications portant sur 20 ans. Et alors là, je vous ai amené un document qui avait fait l'objet d'un article de Mediapart en juillet 2012, signé par mon éminent confrère Karl Lasquet et moi-même, Libye, Sarkozy et Argent Noir, les affaires de Takieddine avec la Barclays. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, la banque Barclays. Nous avions récupéré un document qui fait, je crois, 19 pages, quand M. Takieddine voulait contracter auprès de la Barclays des emprunts bancaires. Et la Barclays a fait ce qu'on appelle des due diligence sur la personne pour savoir s'il lui prête de l'argent ou pas. Et donc ils font une sorte d'enquête, non pas de moralité, mais de savoir s'il est solvable, est-ce qu'il peut être lui-même profitable pour la banque, etc. Et que découvre-t-on à la lecture de ce rapport, que je vous laisse si vous le souhaitez? C'est que la Barclays, c'est tout, absolument tout, des montages offshore de M. Takieddine, de ses techniques de blanchiment, des sociétés écrans cachées dans d'autres trusts, cachées dans des fondations, tout est décrit. Il y a même des schémas très bien faits et très justes en l'occurrence. Et que peut-on lire dans ce rapport quand on l'a traduit? Ces revenus actuels... Alors, petite parenthèse, mais pour vous montrer que la moralité vraiment n'est pas une priorité, ces revenus actuels découlent d'un contrat qu'il a négocié pour la fourniture d'équipements de surveillance électronique aux fins de surveillance des emails et d'Internet entre les gouvernements français et libyens. Ce qui est tout à fait juste. Il reste à payer 5 millions d'euros sur ce contrat pour les 2 ans à venir. Je dis simplement cela pourquoi? Parce que ce contrat-là de vente de matériel d'espionnage électronique par la France à la Libye, où le principal intermédiaire était M. Takieddine, qui a touché 4,2 millions d'euros de commission via des structures offshore, est aujourd'hui au cœur de plusieurs enquêtes judiciaires, dont une pour complicité de crimes contre l'humanité. Car c'est ce système d'espionnage qui a permis grâce notamment au paiement via les paradis fiscaux, d'espionner les opposants à M. Kadhafi, qui était la première étape avant de les arrêter, de les torturer, parfois même de les tuer. Alors, qu'écrit la Barclays? Comme on peut s'y attendre pour un client de la nature de Ziad, ses avoirs sont détenus par le biais de structures offshore, bien qu'il soit, lui et non un trust, le bénéficiaire direct de chacune. En raison de sa résidence fiscale, entre guillemets, à Paris, la structure de ses propriétés d'actifs est un peu complexe.
C'est un monsieur qui s'appelle William Hartford qui a écrit ça, qui ne travaille plus à la Barclays aujourd'hui, qui travaille pour le vendeur d'armes Adnan Khashoggi. Il écrit « Notre relation de prêt bancaire passera par la structure aux îles Vierges britanniques qui détient la propriété de Londres de Ziad Taqieddine. » Il poursuit « Il est probable que le client possède des liquidités et des avoirs au-delà de ce qu'il a déclaré, mais il est réticent à déclarer la totalité de ses actifs à une tierce partie à ce stade de la relation avec la banque. Sa résidence en France et le régime fiscal qui lui est associé font qu'il est prudent quand il discute de ses revenus et avoirs imposables. » Donc là, vous avez la démonstration qu'une grande banque qui s'appelle la Barclays, c'est tout des motivations de fraude fiscale, éventuellement de corruption, de complicité avec des régimes dictatoriaux, d'utilisation d'argent offshore d'un homme, M. Taqieddine, qui est aujourd'hui sous écrou dans plusieurs affaires judiciaires dans lesquelles il est cité. Donc ces exemples que j'ai voulu vous donner, et il y en a bien d'autres, et ils n'en sont en rien exhaustifs, ils sont forcément partiels, je crois, démontrent par simplement les faits, sans jugement ni moral, ni de quoi que ce soit, quelle est l'immensité du problème qui est devant nous tous, qui sommes attachés aux questions qui vous animent. Alors, par rapport à tout cela, c'est vrai que pour avoir la chance de pouvoir rencontrer des magistrats, des enquêteurs, des policiers, des agents secrets, beaucoup de personnes qui, de près ou de loin, sont détenteurs d'informations d'intérêt public, pour nous, journalistes, c'est vrai que plusieurs questions fondamentales se posent. Que ce soit le respect de la protection des sources, dont on pourra reparler si vous le souhaitez, qui n'est pas une mince affaire, et la nouvelle loi, si elle comporte quelques avancées, comporte aussi toujours une impasse importante. C'est la protection de ces personnes que l'on appelle aux États-Unis des whistleblowers, des lanceurs d'alerte, qui sont absolument fondamentaux dans la connaissance de la vérité si on part du principe que dans une démocratie, la transparence doit être la règle et le secret l'exception. Que quand on parle d'argent public, dans l'expression argent public, il y a le mot quand même public. Et qu'il est normal que nous sachions tous ce qu'il se passe concernant cet argent que l'on se doit les uns aux autres. Ce qui me remonte beaucoup également, c'est le défaut d'alerte, parfois, y compris pour les services enquêteurs eux-mêmes. On en parlait tout à l'heure, l'article 40, qui est en réalité très peu utilisé. Ça peut être également la communication ou la judiciarisation des découvertes des chambres régionales des comptes ou de la Cour des comptes. Parce que les temporalités ne sont pas toujours les mêmes, parce qu'il n'y a pas toujours une judiciarisation évidente. Ça peut être Tracfin comme Antoine Peillon ou moi-même l'avons évoqué. Ça peut être également, vous l'avez vu, ça a été l'enjeu de la loi présentée sur la fraude fiscale, ce qui a été appelé le verrou de Bercy, qui n'a toujours pas sauté. C'est-à-dire que nous sommes la seule démocratie où l'administration fiscale a les pleins pouvoirs, le monopole absolu sur la judiciarisation ou non d'un délit, la fraude fiscale. Ce qui met les magistrats, les parquetiers, les juges dans des situations extravagantes où pour pouvoir avoir l'opportunité de poursuite, il faut qu'ils aillent chercher le blanchiment de fraude fiscale. Ce qui veut dire des enquêtes déjà beaucoup plus compliquées. Parce que non seulement il faut trouver le délit, mais il faut trouver le moyen du délit. Bon. Comment voulez-vous qu'il y ait une pédagogie politique, culturelle vis-à-vis de ces affaires si on ne considère pas que la fraude fiscale, c'est aussi un délit, une attaque contre la société, ce qui est le propre quand même du pénal, et que ça ne peut pas simplement être des questions de négociation entre un État et des fraudeurs, de transactions à qui paye le mieux, le plus vite. Il y a aussi une charge symbolique, et pas que symbolique, importante dans la judiciarisation de ces affaires. Ça, c'est à main gauche. Et j'en termine à main droite. Une fois qu'il y a les affaires, alors là, je sais qu'on va toucher un domaine compliqué dont je n'ai évidemment pas les réponses, mais que se passe-t-il en termes d'exemplarité? On le voit trop souvent, il y a encore des exemples très récents, quand des hommes politiques, par exemple, sont condamnés dans des faits de fraude fiscale, de corruption, ils se représentent, ils sont élus.
confère Gaston Floss, confère M. Bédier, qui n'est pas encore réélu, mais qui a fait 45% au premier tour, si je ne me trompe pas. Donc, je trouve que ce petit panorama-là nous montre quand même un paysage assez dévasté vis-à-vis de ce que peut être la culture démocratique vis-à-vis de ces questions, qui ne sont encore une fois pas des questions annexes de notre vie quotidienne. Elles sont au cœur de notre vie quotidienne. Et c'est vrai que pour nous, journalistes, c'est dur de sensibiliser l'opinion publique au-delà du caractère scandaleux, sulfureux, spectaculaire de certaines affaires sur ces questions. Parce qu'il est vrai que l'opinion, c'est aussi un muscle. Et que il est important que, je crois, chacun puisse considérer au-delà, encore une fois, des questions partisanes droite-gauche. Parce que cet argent-là, cet argent public, il n'est pas de gauche ni de droite. Hein, c'est nos crèches, nos écoles, enfin vous savez tout ça. Bon, voilà, et c'est pourquoi Mediapart, qui est un tout petit laboratoire, s'emploie à essayer le plus sincèrement possible de mettre sur la table des informations d'intérêt public qui sont susceptibles de nourrir cette conversation.